Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Elvire Duvel-Charles, journaliste, réalisatrice, autrice et militante féministe. Merci d'être avec nous, Elvire. Merci pour l'invitation. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Écoute, je vais très bien. Je suis ravie de te rencontrer autour de ces sujets qu'on va aborder. Alors Elvire, tu as le genre de parcours qui fait un peu trembler certains hommes. Tu as été fémène, tu es cofondatrice de Clit Révolution, qui est un peu un ovni sur Instagram. C'est mi-compte Instagram, mi-documentaire, mi-manuel d'activisme. Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de tout ça, comment tu es arrivée au fémène et comment tu as été amenée à créer Clit Révolution ? Ouais, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique, mais qui fait sens, je promets. En fait, à l'époque où Femen est arrivé en France, en 2012. Donc déjà, il faut recontextualiser le cadre c'est bien avant MeToo. À l'époque, être féministe, c'est ringard, voire, on n'utilise pas ce mot. C'est pas un truc qui se fait vraiment. À part pour les chiennes de garde. Ouais, mais voilà, les chiennes de garde, elles étaient ringardes. Tu vois, dans l'idée des gens, t'avais la barbe et tout, mais t'avais osé le féminisme. Mais c'était un truc un peu de genre vieux jeu, c'était pas un truc de jeune. Exactement. Tu vois, c'était un truc d'activisme non plus. À part la barbe, justement, qui était activiste, mais il y avait un peu une image. Les féministes souffraient un peu de cette image vieux jeu. Et moi, les seules féministes que j'avais vues vraiment à la télé et qui m'avaient un peu interpellée à l'époque, c'est quand j'étais ado, c'était les meufs de Ni pute ni soumise. Parce que moi, j'habitais juste à côté de Vitry. Il y a eu l'affaire Sohan, c'est une jeune fille qui a été brûlée vive dans un local à ordures pour une affaire d'honneur, de je sais pas quoi, entre deux gars. Et du coup, la cité, elle était pas très loin de chez moi. Donc en fait, ça m'avait touchée parce que la fille, elle avait à peu près mon âge. On avait à peu près le même âge. Et à ce moment-là, on avait beaucoup eu les femmes de Ni pute ni soumise qui parlaient, mais qui, elles, avaient un discours vraiment autour des questions des petites sœurs, des grands frères, des meufs de banlieue, etc. Et puis en plus, en 2012, elles étaient déjà un peu... Je sais même pas si elles existaient encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 1 an avant l'arrivée de Femen en France, moi, je travaillais chez TF1, j'étais harcelée sexuellement, sauf que c'est quelque chose que j'ai compris au moment de MeToo. Dis-toi, même en étant chez Femen, j'avais toujours pas compris que c'était du harcèlement sexuel. C'est vraiment avec MeToo que j'ai compris quand il y avait les quiz, tu sais, les journaux faisaient des petits quiz de est-ce que vous êtes au point sur la loi ? Est-ce que ça, c'est ceci, cela, cela ? Et c'est là, en fait, que j'ai compris. Et du coup, j'étais vraiment genre mal. Je rentrais chez moi tous les soirs, je pleurais. Et ma mère, elle me disait, c'est pas normal que tu sois dans cet état. Mais ma mère, je lui ai même pas dit que j'étais harcelée sexuellement. Je lui ai dit juste que ça se passait mal, que genre... parce que vraiment, je comprenais... Comme c'était... non, c'était pas que j'avais honte, c'est que ça avait l'air tellement normal. Parce que c'était pas que moi, c'était moi et la stagiaire, donc, qui étions un peu les deux seules meufs jeunes de la bande. Et après, il y avait que des gars. Tu vois, c'était une équipe d'auteurs avec que des gars. Et après, t'avais ma boss, mais qui, elle, était plus âgée, puis elle bossait pas exactement au même endroit. Et dis-toi que ces mecs étaient tellement, genre, en fait, c'était que des réflexions tout le temps, genre. Mais que moi, j'interprétais comme une espèce de drague, de blague. Tu vois, mais tout le temps. Sachant que ces auteurs-là, c'est des auteurs d'une émission humoriste. Tu vois, donc... Oui, donc c'est là, genre, c'est normal, ils font des blagues. Bien sûr. Si t'étais célibataire, je t'offrirais tous les croissants du monde. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec ? Tu serais tellement mieux avec moi. Mais regarde, à te montrer les meufs qui la ken, tu vois, sur son téléphone. Genre, regarde ce week-end, non, tu vois, genre, regarde ma maison, regarde mon truc et tout. Ouais. Et dis-toi qu'à la fin, ils nous avaient même fait... mes boss nous avaient dit qu'on ne pouvait plus aller à la réunion du matin, qui était la réunion où on nous donnait les informations, des images qu'on devait trouver pour le soir, parce que j'étais dans l'équipe des documentalistes. Et en fait, elles avaient dit genre non, en fait, n'allez pas parce que sinon les garçons sont déconcentrés. Donc en fait, moi, j'arrivais pendant 1 heure, j'attendais qu'en fait ils fassent leur réunion pour que un mec de la réunion puisse me dire voilà les images qu'il faut que tu trouves. Et donc c'est tout à fait banalisé, normalisé. Les jeunes femmes ne pouvaient pas y participer parce que elles étaient là pour déconcentrer les hommes. Ouais, parce qu'après ça allait les déconcentrer. Ouais. Et t'es là genre je sais pas, dites à vos auteurs que vous payez une fortune en plus, genre de pas se déconcentrer, enfin je sais pas. Non mais c'est hallucinant. Mais c'est marrant parce que ça rappelle exactement ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, les critiques de l'islam. Oui, non mais les femmes sont soumises, elles portent le voile parce que les hommes ont l'impression que les femmes, tu vois. Et en fait, c'est vous en fait qui sexualisez les corps. C'est exactement ça. Et c'est la même chose en Occident. Oui, c'est la même chose avec les crop tops de genre avec
tu vois, genre, les profs qui sont en mode faut pas mettre de crop top, machin, étaient là. Mais en fait, c'est vous qui avez décidé que des gamines de 14 ans, elles étaient une distraction parce que, genre, je sais pas, elles ont un corps. Mais ouais, c'est hallucinant. Je les déteste. Bref, et donc, du coup, tout ça pour dire qu'à cette époque-là, moi, je suis dans ma stratégie d'évitement, elle est plus dans l'esquive, où je me dis, ok, vas-y, je vais pas commencer à rendre... En fait, j'étais plus dans un truc de genre, vu que eux, c'est des mecs qui font des blagues et tout, bah vas-y, fais des blagues. Enfin, tu vois, genre, oups, pardon. Tu désamorces le truc et tu fais une petite blague et t'esquives comme ça. Et en fait, un jour, je suis tombée sur des images, bah, justement, parce que j'étais documentaliste, je regardais des images d'actualité tout le temps et je tombe sur des images des Femen qui étaient en train de faire une action devant GDSK. À l'époque, elles étaient venues d'Ukraine pour ça, parce qu'elles n'étaient pas encore implantées en France. Et là, je sais pas, il y avait un truc où j'étais là, mais ils ont trop raison. Mais en fait, c'est pas à moi d'esquiver ces gars, c'est à eux de m'esquiver. C'est à moi de leur foutre la honte. Et du coup, bon, je leur ai pas foutu la honte, mais je me suis cassée. J'ai démissionné. Et enfin, j'ai même pas démissionné parce que tu sais, là-bas, c'est des contrats de 2 semaines. T'es intermittent de 2 semaines. Hyper c'est 2 semaines renouvelables, mais tu sais que t'es là pour 8 mois, tu vois. Mais donc, du coup, à la fin de 2 semaines, j'étais là, non, j'ai pas revenir en Irlande. Et c'est là, j'ai recommencé. Et j'étais là, mon contrat, il dit que c'est terminé aujourd'hui, donc je te le dis. Au revoir. Ouais, alors c'est une victoire, mais en même temps, tu te rends compte que t'es obligé de faire une croix sur peut-être un métier qui te passionne. Après, c'était un job alimentaire. Mais oui, en effet, tu vois, c'est toi qui dois partir base, pour une situation dont t'es totalement victime, et c'est souvent le cas. Donc c'est complètement. important de le souligner. Ça, c'est vrai. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière... quelques mois plus tard, enfin 1 an plus tard, les Femen sont arrivés en France. Et donc, du coup, je les ai vus, je sais plus, dans le zapping ou je sais pas quoi. Et je les ai direct rejoints. Mais moi, à l'époque, maintenant, quand on dit Femen, tu vois un peu, genre, la ligne politique, tu vois à peu près les grandes lignes. Mais moi, à l'époque, tout ce que j'ai vu, c'est le truc de DSK. J'ai vu qu'elles avaient coupé une croix en soutien au Pussy Riot sur la place de Maïdan à Kiev. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai vu des Femen, en fait. Il y a pas de... J'ai pas de pensée féministe. Enfin, c'est un truc très intuitif. Je me rends pas compte du tout de la portée médiatique que ça va avoir. Et pour moi, c'est vraiment... en fait, j'entends Ina faire un interview et du coup, je vais sur Internet parce que là, il y avait marqué Femen, puisque quand j'avais vu des images, avant, il y avait juste marqué des féministes ukrainiennes, donc je savais même pas qui c'était. Ouais. Et donc là, je regarde et je trouve leur page Facebook Femen France et elles étaient là, genre, on cherche des meufs pour rejoindre l'armée. Enfin, notre armée ou un truc comme ça. Et j'ai dit genre, I want to join the army. J'ai envoyé un mail à 2h du mat. Ina, elle m'a répondu 4 minutes plus tard. Elle a fait, ok, viens demain à 14h, la barre moderne. Et je suis venue et elle m'a expliqué. Et j'étais là, genre, on a eu une discussion d'une demi-heure où je lui demandais en quoi ça consistait, leur histoire et tout. Et elle m'a demandé. Et genre, 1 heure plus tard, j'étais en train de faire une photo. Parce qu'il y avait une nouvelle ops qui venait. Et du coup, elles avaient besoin de meufs pour faire la photo et dire qu'elles arrivaient en France. Et je pense 2 semaines plus tard, je faisais ma première réaction. Mais je sais pas comment dire, à l'époque, c'était vraiment un truc. Mais d'ailleurs, elle me l'a dit, Ina, qui était donc leaduse de Femen France. À l'époque, elle m'a dit, parce qu'on s'est un peu raconté, genre, les premières impressions qu'on avait l'une de l'autre et tout. Elle m'a dit, mais moi, je pensais vraiment que t'allais pas rester, parce que j'étais là, la meuf prend trop le truc à la légère, elle a pas compris en fait. Que c'était un truc genre fat. Ouais, genre, la portée du truc. Elle a cru que c'était genre l'atelier d'art plastique, tu vois, genre. Non, mais comme tu dis, tu l'as fait de manière intuitive. Ouais. Et c'est ça qui est très fort. Et j'imagine que ça, après, ça a renforcé tes valeurs, ton besoin de combat. Et... En fait, c'est une porte d'entrée. En fait, t'as des personnes qui rentrent dans le féminisme par la théorie et qui ont un peu plus de mal après à passer à l'action. Et t'as des personnes... typiquement, la plupart des féminines, c'est ça. La plupart des personnes qui ont participé au collage contre les féminicides, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des personnes qui... n'ont pas forcément les idées claires et les mots qui s'alignent les uns devant les autres, mais en fait, t'as pas besoin de ça pour savoir que c'est pas normal et que t'es en colère. Et du coup, t'as une colère que t'arrives pas à... T'as un sentiment d'injustice, en fait, que t'arrives pas forcément à expliquer, à théoriser de manière hyper claire, mais du coup, il y a un truc de... Oui, en fait, le fait d'être... Enfin, moi, j'ai appris énormément en étant chez Femen. Je suis restée 4 ans là-bas. Et en fait, j'ai appris plein de choses, parce qu'évidemment, tu vas aussi à des manifs, machin, donc tu rencontres aussi des personnes d'autres associations, tu vas rencontrer, tu vois, d'autres types de personnes, et du coup, t'apprends des trucs.
Parce qu'elle te dit, ah, mais tu sais que Puis au fur et à mesure, tu découvres des penseuses, et au fur et à mesure, t'écoutes des podcasts, et au fur et à mesure, tu lis et puis tu changes de ligne, t'affines ta ligne politique, et du coup, tout ça pour dire que Sarah, je l'ai rencontrée chez Femen, en fait. Sarah, qui est ma binôme de Clit Révolution, je l'ai rencontrée chez Femen. Et en fait, à l'époque, nous, on était partis de Femen, on était un peu en train de partir de Femen. Parce que, pour plein de raisons différentes, mais parce qu'en fait, les mœurs avaient évolué, et j'avais l'impression que j'avais plus grand chose à apporter et qu'il y avait plus grand chose à. Tu vois, c'était un peu l'étape 1. Mm-hmm. Je dis toujours, genre, Femen, pour moi, c'est le marketing du féminisme. Donc, c'était vraiment le truc de genre, vous voulez pas parler de féminisme? Bim, on est seins nus. Il y a des photos trop belles. Tu veux vendre ton journal, donc tu vas mettre notre photo. Donc tu vas devoir parler de féminisme parce que genre j'ai un slogan. Et c'était vraiment ça la stratégie. Mais hyper intelligent. Mais oui. Hyper intelligent et nécessaire au départ, comme pour toutes les causes, tu vois. Il faut qu'il y ait c'est horrible de dire ça, mais un bon marketing autour. Et donc c'est en ça qu'elle était très forte. C'est du marketing, sauf que c'est pas pour vendre et c'est pas pour faire du profit. Mais c'est une forme de. C'est une forme de... en tout cas, c'est les mêmes stratégies. C'est des stratégies de communication, c'est des stratégies de comment tu fais pour être vu du plus grand nombre. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup les écolos. Tu vois, avec leurs actions, par exemple, dans des musées. Où genre tout le monde est en mode genre, oh my god, ils ont mis de la tomate sur je sais pas quelle œuvre d'art. Ouais. Et où, du coup, ça fait... En fait, c'est des images qui interpellent tellement que peu importe ce que tu dis... il y a un débat qui se crée autour, et en fait, c'est des images qui font le tour du monde, et alors que le propos n'a rien à voir avec la choucroute, en fait, rien à voir avec les tableaux, rien à voir, c'est juste de dire, en fait, quand on vous parle de dérèglement climatique, tout le monde tourne les yeux, donc si ce qu'il faut, c'est de s'accrocher à un truc de tennis, à Roland Garros, ou de mettre de la tomate sur un Van Gogh, allons-y. Hein. C'est ça. Qui, par ailleurs, avait une vitre dessus. Mais du coup voilà, et quand j'ai rencontré, et avec Sarah, en fait, à la base, on avait eu cette idée saugrenue de faire une parodie du clip de Orelsan qui s'appelle Saint-Valentin, parce qu'il avait été poursuivi par plusieurs assos féministes pour 8 de ses titres de cet album-là, dont Sale pute, Saint-Valentin, etc. Mm-hmm. Et en fait, il avait été condamné, puis en fait relaxé. Finalement, il y avait un... Et du coup, nous, on était un peu vénères, parce que l'argumentaire du juge, c'était vraiment de dire « Ah, mais c'est le rap, c'est de la liberté d'expression, le rap, ça a toujours été violent. » Et là, attendez. Quand, tu vois, quand c'est des médines et tout qui te sortent des dingueries, là, vous êtes tous au taquet, t'as Darmanin qui tweet et tout, mais là, Et donc, du coup, là, on était un peu à se dire, en fait, il y a clairement si il avait employé des paroles aussi violentes, par exemple, à l'égard des Juifs ou des Noirs, il aurait été condamné. Ça serait pas passé. En fait, on aurait dit bien sûr que c'est antisémite, bien sûr que c'est raciste. Et le fait que ça soit des femmes, on dit que c'est ok, en fait. Y compris, genre, je me souviens de son truc, il a un truc, c'est ferme ta gueule ou je vais te marier Trentine. Et, genre, on parle. Bref, rien ne va. Et du coup, avec Sarah, on était un peu plus trop dans Femen, et puis en plus on se disait ça fait pas de sens parce que c'est un album qui date d'il y a 8 ans, tu vois, donc je suis pas en train de dire faut comme ça Orelsan, il a fait de la merde il y a 8 ans, donc plus jamais donc ça aurait été débile, je trouve que ça aurait été débile de faire une action à son concert de maintenant, tu vois, et de l'interpeller maintenant pour un truc d'il y a 8 ans. Ouais. Et en même temps c'était un peu énervant de rien faire du tout. Et pour nous, la cible, c'était pas tant Orelsan que vraiment se dire, genre, il faut qu'on ait une réflexion sur la manière dont on gère la culture du viol dans tout, quoi. Dans l'art, dans les médias, exactement. Ouais. Et donc, on a fait cette parodie, on a tout inversé, qui s'appelle Saint-Valentin, et c'est « Suce mon clit pour la Saint-Valentin ». Et en fait, on a été censurés. On s'est fait supprimer notre chaîne YouTube et tout pour contenu sexuellement explicite, alors qu'on dit la même chose qu'Orelsan. On a même enlevé le pire couplet. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on a lancé Clit Révolution. C'était vraiment le constat de dire, attends, mais pourquoi ça vous choque autant quand on parle, nous, de notre plaisir, alors qu'on passe notre vie à entendre des sortes de pites, de suce, ma vie, non, je sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'est née Clit Révolution, qui est donc à la
base une série documentaire, un projet de série documentaire où on part à la rencontre de différentes activistes, artistes qui ont utilisé leur sexualité comme une arme contre le patriarcat et comme un outil d'empouvoirment. Et en même temps, quand on a commencé à le présenter aux chaînes, tout le monde nous disait que c'était un sujet de niche, que non. C'était avant que le clit soit à la mode. Ouais. Donc tout le monde disait non. Le mot clit révolution, c'est trop violent. Non. Et donc je dis à Sarah, vas-y, bon bah là, on est en train de il y a toutes les portes qui se ferment, viens, on fait un compte Instagram. C'est l'époque où les comptes Instagram, c'est que des comptes perso, c'est pas des entités, genre des assos qui ont des comptes Instagram. Et du coup, je dis, vas-y, on fait un compte Instagram. Et là, elle me dit, ok, comme ça, on pourra faire un crowdfunding. Tu vois, on pourra montrer ce qu'on veut faire. Et puis après, on se fait financer par la communauté. Mais il faut fédérer une communauté avant. Et en fait, on a fait un compte Instagram. Il a explosé très rapidement. Après, genre, les gens étaient là. Ah, en fait, c'est pas mal, votre truc. Puis après, tout le monde parlait de clit. Tout le monde sortait des clits en manif, des clits en collier, des clits en sac. En tout. Et c'est devenu un objet de merchandising. Et c'est comme ça qu'est née Clit Révolution. Et donc, on a fait notre série quand même. On a gardé le compte Instagram parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi un outil militant hyper fort. Et on a publié 1 an plus tard un manuel d'activiste parce que c'était une question qui revenait en permanence dans nos DM et qu'on ne pouvait plus aider des meufs à monter des actions. On était là, genre, voilà, tout ce qu'on sait sur l'activisme et toutes les méthodes qu'on connaît, démerdez-vous. Et justement, alors, donc, vous avez fait ce manuel-là, et tu as aussi écrit un livre sur le féminisme et les réseaux sociaux. Donc là, on est en train justement de parler des réseaux sociaux. Le livre s'intitule Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine. Ouais. Parce que on sait ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, on en connaît tous les côtés hyper positifs, parce qu'il y a des côtés positifs aux réseaux sociaux, ça permet aux petites voix de se faire entendre par le plus grand nombre. Mais ça a aussi des côtés hyper délétères, ça on le sait tous. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'as été amenée à écrire ce livre et quelles en ont été les raisons? En fait, c'est parti un peu d'un hasard dans le sens où, pendant cette période où on attendait de pouvoir financer Clit Révolution, j'étais dans une phase où c'était un peu compliqué parce qu'on attendait d'avoir le oui du CNC et en même temps, du coup, je pouvais pas on pouvait pas continuer d'avancer tant qu'on n'avait pas le oui, mais dès qu'il disait oui, il fallait qu'on parte en tournage. Ouais. Donc, je pouvais pas m'engager à prendre un autre travail, je pouvais pas faire grand chose, et du coup, je me suis dit, je vais péter un câble, donc je vais m'inscrire en master genre à Paris 8. Comme ça, je fais des cours, j'y vais, et puis en fait, le moment où j'ai besoin de partir en tournage, je pars, et tant pis, je finis pas mon master. Sauf qu'en fait, j'ai trop kiffé. Donc du coup, j'ai fait les deux. On a tourné Clit Révolution et j'ai suivi mon master en même temps. Mais du coup, dans le cadre de ce master, il fallait faire un mémoire. Et j'avais clairement pas le temps d'aller chercher un nouveau terrain. Donc je me suis dit, il faut que j'étudie un terrain que je connaisse déjà, où j'ai déjà les accès. Et je me suis dit, ok, les féministes sexos sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était juste comparer nos pratiques. C'était un truc hyper positif de comparer nos pratiques aux pratiques du mouvement qu'on appelle le self-help, qui est des pratiques dans les années 70, où les femmes s'échangeaient leurs expériences empiriques et pouvaient s'auto-explorer, regarder leur col de l'utérus, etc. Et du coup, je voulais un peu... C'était un truc de partage d'expérience et de cercle de parole, et je trouvais ça intéressant, parce que je trouvais que les comptes Instagram sexo, féministes, ils fonctionnaient beaucoup, en fait, basés sur l'échange de témoignages et le repartage de témoignages. Et puis, en fait, en commençant à faire des entretiens avec différentes potes qui ont des comptes Instagram sexo, tu vois. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était devenu cata. Et que c'était devenu cata, qu'en fait, il y en a la moitié, elles sont traumatisées, pour plein de raisons différentes, que ça soit la haine sur les réseaux, la haine en ligne, que ça soit les algorithmes qui, du coup, vont censurer les corps et censurer les paroles sur ces questions-là, que ça soit aussi les algorithmes qui poussent à produire de plus en plus, ce qui fait que le contenu est de moins en moins qualitatif et que tu sais plus si tu produis parce que tu as envie de dire quelque chose ou parce que C'était Léa de Merci Beaucoup qui me disait ça. Elle me disait je ne sais plus si je dois écrire ce que je veux dire, ce que je veux raconter, ou écrire ce que les gens veulent lire de moi, ou écrire ce que l'algorithme veut lire de moi. Et tu rentres dans un cercle très vicieux en fait, horrible. Parce que tu veux que tes messages aient de la portée, donc t'essayes de rentrer dans ce truc de il faut satisfaire l'algorithme à tout prix, et finalement tu t'y perds. Et moi je connais pas mal de personnes effectivement qui ont fait vraiment des burn-out et qui se sont dit mais j'arrête les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est pas ce
que je venais chercher à la base, et surtout ce n'est absolument pas ce que je voulais apporter. Et ça te formate, ça te bride. Et mais c'est ça, c'est qu'au final, ça te bride. Et il y a aussi ce truc-là de... Tu vois, tu disais tout à l'heure que les aspects positifs, c'est que ça permettait à des petites voix de devenir grandes et d'avoir de l'écho. Et je pense que c'était le cas et que ça l'est plus aujourd'hui, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous, à l'époque, justement, notre chance... Je pense qu'aujourd'hui, si je lançais Clit Révolution sur Instagram, ça fonctionnerait pas du tout. Ce qui faisait que ça marchait, c'est qu'à l'époque... En fait, c'est comme la grande époque des blogueuses mode. Ouais. Après, si tu voulais devenir blogueuse mode, c'était trop tard. Là, je pense qu'à l'époque, le moment où on lance l'Instagram de Clit Révolution, c'est un moment où Instagram, c'est vraiment destiné à un usage personnel, où tu racontes tes vacances, ce que tu as mangé, qui sont tes potes. Et du coup, c'était un moment où on n'était pas saturé d'informations. Les seuls médias qui avaient Instagram, un compte Instagram... en France, c'était Arte et Le Monde. Ouais. Tu vois, c'est les seuls que je me souviens parce que je regardais leurs stories pour essayer de comprendre comment je pouvais faire des stories. Tu vois, c'était un peu bizarre le truc de mettre du texte sur une story. Enfin, c'était le tout début des stories, donc vraiment, c'était pas le même usage. Et donc, ce qui a fait que que ces comptes-là, ils ont beaucoup pris, c'est aussi qu'ils s'inscrivaient dans une époque où on s'exprimait surtout sur Twitter, en fait, ou sur Facebook, et où du coup, c'était un nouveau terrain qu'on prenait. Et c'était nouveau et ça faisait du bien. Et donc, c'est ça qui faisait qu'on s'est fédérés. Maintenant, Maintenant, en fait, si tu lances un compte et que tu veux parler de quelque chose, tu vas avoir beaucoup plus de mal à être vu parce qu'en fait, tout est saturé, justement parce qu'ils ont fait cet algorithme complètement débile qui consiste à pousser tout le monde à poster, mais ce qui fait que tout est de basse qualité. Moi, je sais pas vous, mais moi, je regarde quasiment plus mon feed. Non, mais moi, j'essaye de ne quasiment plus aller sur mon compte avec que des animaux. Je regarde. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est un peu les réseaux sociaux, c'est un peu la fange. Enfin, il y a des choses de grande qualité, mais tout le monde, j'ai l'impression que c'est le nouveau média. Enfin, les réseaux sociaux sont les nouveaux médias et les gens prennent les informations là-dessus et t'as tout et n'importe quoi. Du coup, tout le monde devient hyper méfiant. À l'origine, comme tu le dis, c'était vraiment du contenu de qualité avec un réel désir de faire passer des infos, de faire passer une émotion, voilà, quel que soit c'était quelque chose d'hyper authentique au départ, les réseaux sociaux, oui. Et c'est devenu quelque chose de complètement galvaudé, de complètement superficiel, où la fausse info circule hyper simplement, et aussi, enfin voilà, faut pas se leurrer, c'est aussi un lieu où tu déverses ta haine, tes ressentiments, et au-delà de ça, je pense aussi que c'était un lieu des marges, c'est-à-dire en fait, c'était comme le podcast. C'est exactement la même chose que l'histoire du podcast, c'est-à-dire en fait, c'est une histoire de porter la voix des marges, et en fait, il y a toujours un moment où les puissants, si je puis me permettre, on me coupe pas la parole, mon petit. Il y a toujours un moment en fait où les dominants vont récupérer, une fois que t'en as fait un outil de pouvoir et où ils sont là genre mais tu peux, mais très bien, et après hop tu prends toute la place, et donc du coup bim, ça remet en fait les petits à leur place. Exactement. Et ça remet aussi ce truc-là de, par exemple, c'est ce que je raconte dans le livre, on est plusieurs à avoir assisté à ces conversations-là où maintenant les éditeurs ils regardent ton nombre d'abonnés avant de te signer. Donc ça veut dire quoi? Que les chercheuses qui n'ont pas de compte Instagram mais qui ont fait genre 10 années de recherche sur des sujets passionnants vont pas être publiés parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. Et parce que leur contenu n'a pas de valeur, et que leur recherche n'a pas de valeur au final. Tu vois, c'est ça qui est... c'est complètement... Et c'est un manque de vision, parce qu'après ce truc-là, t'as aussi le truc de... C'est Manon du compte Le Cunu qui raconte qu'elle a eu des rendez-vous avec des éditeurs qui sont venus la chercher, et la première question qu'ils lui posent, c'est son taux d'engagement. Et t'es là, mais en fait, vous avez aucune vision et vous êtes bête. Parce que c'est bête de penser que parce qu'on a beaucoup d'abonnés à un taux d'engagement et qu'on sort un livre, le livre va fonctionner. Si t'es en train de me faire parler d'un truc que ça fait en fait la révolution du clitoris, ça fait maintenant 7 ans qu'on en parle, ça sert à rien. Enfin, c'est pas, on n'est pas des poules aux œufs d'or en fait. Ce qui fonctionne, c'est juste qu'on a des visions, on a des voix, et que c'est des trucs que vous refusez de voir parce que vous voulez pas prendre de risques. Donc vous voulez juste refaire les recettes qui ont fonctionné. Sauf que ce qui marche pas, c'est justement de toujours refaire. Et au bout d'un moment, il faut avancer. Et c'est juste qu'en fait, on a vu avant, mais on est venu vous voir avant. Moi, les jeunes qui nous avaient dit non sur Clit Révolution, ils sont revenus en mode « Ah, mais c'est trop bien, j'adore ta série. Mais pourquoi vous nous avez pas contacté ?» J'étais là, tu déconnes. Tu veux que je te ressorte le mail où tu nous dis que c'est un truc de niche, que machin, qu'il faudrait le donner à un féminin. Et tu leur as dit non, du coup?
Bah, je leur ai dit... Non, je leur ai dit, bah, si, je vous ai écrit et enfin, oui, j'ai bien pointé du doigt le fait que c'est pas nous qui avons pas pensé à les contacter, c'est eux qui, à l'époque, avaient un manque de vision. C'est ça. Je voudrais revenir sur un truc dont tu as parlé tout à l'heure et qui nous fait un petit peu changer de sujet, mais tu parlais des grands qui arrivaient sur les réseaux sociaux, des très gros groupes, etc., qui arrivaient sur les réseaux sociaux et du coup qui remettaient les petits à leur place. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, tu sais, quand j'ai créé ma marque, Madame la Présidente, qui a 6 ans aujourd'hui, et c'est clairement grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est fait connaître, c'est grâce à rien d'autre. Et c'est vrai que depuis quelques années, bah, les grands, les gros, les énormes groupes avec leurs millions d'euros, etc., sont arrivés sur les réseaux sociaux et ont totalement changé la donne. Mais vraiment au niveau les plus profonds, ça a clairement changé les choses pour des petites marques comme la mienne, pour des petits comptes, etc. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup depuis quelques années. Donc, tu sais, moi, quand j'ai créé ma marque, alors, on fait des produits pour les cheveux, naturel, etc. Et l'idée, c'était de montrer aux femmes qu'on pouvait s'accepter tel qu'on est, quel que soit son type de cheveux. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis persuadée que le cheveu, ça a une portée très sociologique. Plus, c'est pas seulement de la beauté. Et donc, j'avais envie de montrer à toutes ces femmes que on pouvait avoir des cheveux baguettes, mais aussi des cheveux bouclés, frisés et crépus, et qu'on pouvait les assumer, en être très fiers. Et du coup, ça, c'est aussi assumer son identité, assumer là d'où on vient, etc. Et depuis quelques années, comme pas mal de très grosses marques qui étaient clairement, alors j'irai pas jusqu'à raciste, mais qui écartaient tout le monde. On peut dire raciste aussi, il y en a des racistes, on peut le dire. Il y en a pas mal, et elles ont été épinglées d'ailleurs depuis, mais il y avait ce manque de représentation, cette non-représentation des personnes héritières de l'immigration, racisées, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je vois des marques énormes qui mettent en avant des femmes d'origine maghrébine, des femmes noires, etc., des marques de luxe, des marques dans la cosmétique. Ouais, ça y est, à la mode. Alors, ça, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je me dis que c'est génial parce que c'est une avancée et qu'on avait besoin d'être représenté. Et d'un autre côté, franchement, ça me hérisse parce que je me dis que c'est que du marketing et que si tu grattes un petit peu, il y a absolument rien de profond. C'est juste, ok, on veut pas être taxé de raciste. Et c'est ce qui fonctionne en ce moment, donc on le fait. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bah, je pense déjà que ça va faire comme avec les grosses, c'est-à-dire à n'importe quel moment on les sort du podium. Tu vois, il y a une année comme ça, on était là genre, ah ouais, en fait, body positive. Mais c'est intéressant parce que c'est des réflexions, pour le coup, qui viennent des réseaux sociaux. C'est-à-dire, en fait, c'est les réseaux sociaux qui ont fait vraiment un gros travail de pointage du doigt des marques et de pushing en disant, en fait, arrêtez de ne mettre que des meufs uniformes, blanches, toutes pareilles, toutes maigres, toutes identiques, en fait, les unes aux autres. Mettez des meufs qui ressemblent à nous. Et en fait, t'as peu de marques qui font ça. Tu vois, à part Dove, tu vois, moi, c'est la seule marque que je puisse citer de quand j'étais petite où je voyais des filles un peu normales, qu'il le fait depuis très longtemps, effectivement. Qu'il l'a toujours fait, ouais, je pense. Mais à part ça, t'as eu un moment où, du coup, comme il y a plein de meufs qui ont commencé justement à se montrer sur les réseaux et qui sont devenues des influenceuses, qui étaient justement influenceuses beauté, mode, lifestyle, avec des corps différents, des origines différentes, des meufs voilées, des meufs pas voilées, etc. D'un coup, c'est devenu, en fait, c'est le fameux la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. C'est un peu les réseaux sociaux influencent l'industrie de la mode, ou la rue influence l'industrie de la mode, et du coup, la mode influence le reste du monde. Et donc là, il y a eu un truc qui s'est passé qui était intéressant, mais c'est un peu ce qui s'est fait avec le féminisme, c'est-à-dire en fait, on a fait genre forcing, et ça vient de la société civile. Et au bout d'un moment, ils sont là genre, ah bah en fait, vous nous achetez plus nos trucs parce que vous nous avez comme tel, parce que typiquement Victoria's Secret, genre, ah, vous achetez plus nos trucs parce qu'on est sexiste. Alors t'es là, genre, attends, ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Mais du coup, je trouve qu'en effet, à la fois, je suis contente parce qu'en effet, moi, je suis contente de voir des meufs qui me ressemblent, qui ressemblent à mes potes en fait, et de pas avoir l'impression de vivre dans un monde de blancs. Ce qui est un peu, surtout au niveau de la pub, souvent le cas. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des corps différents. Alors, j'ai pas la télé, mais tu vois, par exemple, cet été, je voyais des pubs pour des rasoirs et tout, et je me disais, putain, en fait, ça change de... Je sais plus, la dernière pub de Gillette, la Vénus,
Moi, j'ai toujours connu la pub où t'as toutes les meufs qui ont l'air d'être toutes pareilles avec un grand chapeau et qui croisent leurs jambes. Et maintenant, c'est des meufs différentes. Enfin, ils mettent en avant le fait qu'elles soient différentes. Mais à n'importe quel moment, ça peut revenir autre chose qui est à la mode. Et on peut revenir très facilement au standard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté cette année. C'est les 2 dernières Fashion Week. On a vu qu'en fait, elles étaient... il y avait presque plus de modèles plus size, presque plus de modèles racisés, etc. Sauf quand on va aller chercher... je sais plus c'était quoi, en Somalie ou je sais pas quoi, c'était horrible. Ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Parce que moi je me sens hyper mal de pas m'en satisfaire en fait. J'ai l'impression de voir une grosse supercherie autour de ça. Oui, parce en même temps je me dis mais mince parce que c'est ça, parce que je me dis mince c'est ce que je voulais. Et au final, je m'en satisfais absolument pas parce qu'en fait, ce que tu veux... Je me dis, c'est vraiment du bullshit. Oui, en fait, toi, ce que tu veux, c'est que ça soit sincère et que ça soit pas juste une posture. Et tu veux que dans leur bureau, dans leurs équipes, ils aient des meufs racisées et des meufs de tout type de classe, de catégories socio-professionnelles. En fait, tu veux que dans leurs équipes, ils aient la parité, qu'ils aient des meufs de pouvoir. En fait, tu veux pas juste qu'en fait, ça soit un groupe de mecs blancs qui base toute sa stratégie marketing sur les complexes des meufs, par ailleurs. Et en fait, c'est pour ça qu'on nous mettait des petites meufs toutes maigres, en fait, auxquelles tu pourras jamais ressembler. C'est comme ça, tu peux continuer à acheter du shampoing. De toute façon, ça arrivera jamais. Donc, tu vois, faut acheter toute la gamme. Et après, derrière, t'as aussi ce truc-là de... quand c'est qu'une posture, et pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important de connaître... Tu vois, moi, je fais parfois des partenariats avec des marques. Et pour moi, c'est hyper important de toujours savoir qui sont les personnes dans l'équipe, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des affaires de harcèlement moral, est-ce qu'il y a des affaires de... Tu vois, comment ça s'est passé quand une telle, elle est partie en congé maternité. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir, parce que si t'as une façade avec des meufs black, blanc, beurre, tout unis, on se tient la main autour du monde, et que derrière, je sais pas, une meuf, elle a pas le droit d'aller travailler avec son voile, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça qui est dérangeant. C'est pas le fait, c'est que ça se voit en fait. Quand je trouve que ça se voit et je trouve ça mieux. Je préfère une marque qui va faire ça pour se faire de l'argent, mais qui le fait plutôt qu'une marque qui continue à se dire que ça va pas vendre de shampoing. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là de, moi je trouve qu'il faut se méfier, il faut pas être dupe. Et que je vais pas les accuser de mal faire, mais par contre je vais pas forcément acheter leur shampoing plus que ça. Non mais je suis tout à fait d'accord et j'aimerais que toutes les femmes et les hommes d'ailleurs s'éduquent vraiment sur ce sujet-là, ce problème marketing, ce problème du marketing. Ne vous fiez pas aux apparences et allez gratter un petit peu parce que c'est oui, et puis en plus t'as vraiment le truc de, tu sais, les modes elles changent vite, donc c'est comme les tu sais, parfois t'as des magazines féminins comme ça qui te disent je sais pas, des trucs où ils mettent en avant des trucs anti-régime et puis 2 semaines après ils te remettent des régimes et t'es là, bon, en fait t'as juste voulu vendre, faut pas perdre de vue, hein, la plupart des gens veulent juste vendre. C'est exactement ça. Depuis le début, tu nous parles de toutes les rencontres que tu fais dans le féminisme. Enfin, dans le féminisme, c'est ridicule. Je repose dans les milieux féministes. Depuis le début du podcast, tu nous parles de toutes les belles rencontres que tu as fait dans le milieu du féminisme. Est-ce que tu pourrais me raconter ou me parler d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont vraiment marqué ton être, ta façon d'avancer à un moment ou à un autre de ton parcours? Et ça peut être avant le féminisme d'ailleurs. Des vraies personnes ou des... Ouais, des personnes... Des vraies personnes ou des personnes que tu n'as peut-être au final pas rencontrées. Moi je sais qu'il y a des choses qui m'ont marqué, bon, pas souvent positivement, mais il y a des gens que j'ai jamais rencontrés, que j'ai vus dans un documentaire à la télé ou peu importe, et qui ont marqué. Est-ce que toi t'as des femmes comme ça que t'as rencontrées et tu t'es dit putain c'est un vrai rôle modèle? Bien sûr, il y en a plein, mais je pense que principalement ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Ina. C'est Ina Shevchenko qui était videuse de Femen et qui en fait avait un... Je sais pas comment dire, en fait quand on a commencé Femen, c'était vraiment la galère. C'est-à-dire en fait, c'était marrant parce que les gens avaient l'impression qu'on était partout et qu'on était beaucoup alors qu'on était 20, tu vois. Mm-hmm. Et encore 20 en parlant de tout le groupe, mais en fait le noyau dur il était petit. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été hyper admirative de sa détermination et elle a toujours eu du cran. Elle m'a appris à désobéir. C'est bizarre de faire une action où tu te dis c'est pas légal, mais
c'est bizarre de désobéir. C'est pas... Ça va à l'encontre de ce qu'on attend de moi et de ce que la société attend de moi. Ouais, c'est pas inné. C'est comme, je sais pas si t'as déjà fait un collage, mais en fait, quand tu vas pour coller, mais t'as l'impression vraiment que tu fais une bêtise. Tu sais, ça te rappelle le truc de quand tu peins le mur de tes parents et que tu te fais défoncer, tu vois. Et là, il y a un truc de... je pense que Ina et les autres féminines ukrainiennes d'ailleurs, mais je dis Ina parce que c'est celle dont j'étais la plus proche et avec qui j'ai vraiment évolué. Mais en fait, elles avaient une détermination et puis vraiment... c'était des meufs qui avaient toujours un sens de l'initiative, de dire on va faire ça, on fait ça. Et en fait, on faisait des trucs de dingue alors qu'on était des... Enfin, franchement, on vivait dans un squat, on mangeait dans des conserves de thon. On n'était pas du tout... on n'avait pas beaucoup de matériel ou de... Tu vois, et le matériel, c'était vraiment juste notre créativité, notre inventivité et surtout une stratégie redoutable. Et Ina, elle m'a appris ça. S'il y a bien un truc qu'elle m'a appris, c'était justement la manière d'être stratège. Et je pense que les convictions politiques, elles ont toujours été là. Aujourd'hui, les miennes, elles sont assez différentes de celles de Femen et de celles d'Ina. Mais ça ne change pas le fait que d'un point de vue de stratégie politique, c'est-à-dire de dire ok, en fait, comment tu fais pour faire une action qui fonctionne, en fait, qui fait du bruit. Ça, c'est elle qui m'a tout appris sur le fait de pas t'excuser d'être là, parce que t'as le droit d'être là et que tu fais bien d'être là et que t'es dans le bon camp, en fait. Et ça, c'est un truc que, genre, je pense qui a marqué ma vie pour toujours. Mais je pense, tu sais quoi, même des meufs qui étaient chez Femen 3 semaines, c'est sûr que ça les a marqués pour toujours. C'est un truc que ça fait, c'est que ça te fait prendre confiance en toi. Et ça t'apprend à t'affirmer. Mais c'est hyper beau ce que tu dis. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Tu vois, c'est une anecdote toute bête, mais la première fois que j'ai entendu Rokhaya Diallo à la télé. Mais oui, Rokhaya. Mais tu vois, cette meuf, je l'ai jamais rencontrée. Mais je la surkiffe et elle a vraiment changé ma vie parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, attends, une femme qui nous ressemble, nous, les enfants issus de l'immigration, qui parle souvent mieux que ces hommes blancs face auxquels elle est souvent seule. Et elle arrive à les mettre à l'amende très facilement, mais c'est inspiration totale. Et je me suis dit, non, mais en fait, elle a raison. On a le droit, on a une voix, on a le droit de s'exprimer, et on est hyper légitime. Elle est hyper légitime d'être face à ces hommes-là. On est hyper légitime dans notre position de Français et héritier de l'immigration. Et cette fille-là, je te promets qu'elle m'a... Ouais. Mais il y a eu l'avant et après. Oui, mais parce qu'en fait, Rokhaya, elle fait partie de ce peu de femmes. Alors, moi, c'est marrant parce que tu vois, je l'aimais pas trop au début. Ouais. Mais après, je l'aimais pas trop. D'une part, parce que j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais aussi parce que je pense que j'étais pas encore arrivée à ce niveau de construction politique et que du coup, parfois, je comprenais pas et que je trouvais que je la trouvais trop agressive et trop... Et en fait, maintenant, c'est ça que j'aime bien chez elle, tu vois. Mais à l'époque, c'était un truc qui m'était encore étrange de voir des meufs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours admiré son sens de la rhétorique et maintenant, sa pédagogie et sa longévité. Mais ça, c'est hyper important. Je sais pas comment elle fait pour tenir. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Mais j'imagine qu'elle est animée. Elle est animée par ce combat. Et je me demande si tu perds... Enfin, c'est vrai qu'il faut avoir une énergie absolument incroyable pour faire ça. Parce que elle est toute la journée. C'est comme une meuf comme Assa Traoré, tu vois. En fait, toute la violence que tu te prends... Parce que ça, on l'imagine pas aussi, tu vois. Mais quand t'es sur les réseaux sociaux et que ça fait partie de tes instruments de travail et que t'as beaucoup de personnes qui te suivent, t'as aussi beaucoup de personnes qui réagissent au truc. Et parfois, c'est extrêmement violent. Moi, tu vois, hier, j'ai passé 1 heure à pleurer le matin parce que j'avais une abonnée qui m'a dit qui me disait qu'elle trouvait que la loi immigration n'était pas raciste. Et je lui ai dit, genre, on va arrêter le sujet là parce que, genre, je veux pas être désagréable, mais j'ai pas envie d'avoir ce débat et je suis fatiguée d'expliquer aux gens que c'est raciste. Et en fait, ça m'a trop fait pleurer. Ça va me redonner envie de pleurer, donc je me concentre. Mais en fait, ça m'a trop fait pleurer parce que plus tôt, j'ai vu des... Attends, je veux pas pleurer. En fait, j'ai regardé l'historique de la conversation et je voyais que cette meuf, c'était une meuf qui adorait mon travail, qui m'avait envoyé plein de trucs avant, mais j'adore ton travail, etc. Donc c'était même pas une hateuse. Le fait de me dire, ok, en fait, t'as des personnes qui suivent Clit Révolution depuis plus de 5 ans, tu vois, qui sont bienveillantes et qui, en fait, sont racistes, en fait, sans le savoir, c'est-à-dire, en fait, qui ne voient pas
Oui, le racisme de trucs qui sont éminemment racistes. Mais en fait, moi, ça me détruit. Et du coup, des meufs comme Assa ou comme Rokhaya qui font ça, mais genre au quotidien, c'est leur sujet principal, je sais pas comment elles font. Tu vois, en fait, je sais pas comment tu fais. Et en même temps, on dit heureusement qu'elles sont là. Bah ouais, heureusement qu'elles sont là. Restez les meufs, s'il vous plaît, restez. Heureusement qu'elles sont là, mais il en faut d'autres. Et surtout, il faut qu'on s'organise, faut qu'on se fédère, etc. Mais moi, je trouve ça extrêmement compliqué. Parce que autant le féminisme, je me sentais isolée, enfin, je me sentais pas isolée, mais t'étais un peu isolée, tu vois, quand j'ai commencé Femen et tout, c'était un peu bizarre, mais les gens, ça les amuse. Et bon, évidemment, tu fais face à des violences et tout, mais je sais pas comment dire, on est quand même beaucoup plus nombreuses à se serrer les coudes. Autant sur ces questions-là, t'es là, genre, en fait, j'ai l'impression qu'on existe, quoi. Et c'est horrible. Enfin, ce sentiment-là d'isolement, il est horrible sur tous les plans. Tu vois, genre, moi, cet été, j'étais au fond du seau. Tu vois, le truc de Naël, de voir les réactions des gens. Mais des gens qui font partie de ma communauté, enfin, des gens de la sphère féministe, en fait, qui disent des trucs où j'étais là. À quelle heure on demande qu'est-ce qu'ils faisaient dans la voiture? Est-ce que tu demandes... On a assimilé le fait qu'on va pas demander qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-ci en mini-jupe. C'est pas la question. Mais c'est exactement ça, c'est que tu peux faire partie d'un groupe qui partage tes idées sur un sujet, mais au final tu te rends compte que t'es très très seule, surtout, mais c'est triste à dire, mais surtout quand il s'agit du racisme. Parce qu'en fait, t'as énormément de gens en France qui sont racistes, mais qui ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est quelque chose qui est ancré, dans lequel ils ont grandi, etc. Ils ne s'estiment pas racistes, mais ils trouvent tout à fait légitime, voilà, de remettre en question la mort de Naël, de remettre en question énormément de choses à ce sujet-là, et ils ont la critique hyper facile. Enfin, tu vois, moi, j'ai des gens de mon entourage, je suis musulmane, je suis musulmane, et j'ai des gens très proches de moi, bien gaulois, tu vois, des amis très proches, qui ont des réflexions de temps en temps, et tu sais, j'en ai le souffle coupé, et quand je leur explique, après, effectivement, ils s'excusent, et ils ont l'air de comprendre la bêtise, mais c'est tellement ancré que voilà, tu peux faire partie, encore une fois, d'un groupe, quel qu'il soit, le féminisme ou autre chose, ou d'un groupe politique, tu vois, un socialiste, quoi, ce que tu veux. Au final, tu te rends compte qu'il y a des racistes, les islamophobes, ils sont toujours quelque part. Et surtout, ils sont pas... Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu cette image-là, quand tu dis raciste, t'imagines, tu sais, genre... les gars qui criaient des bruits de singe à la Christiane Taubira. Non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Exactement. C'est aussi... Bref, ça me déprime. Arrêtez d'être raciste, éduquez-vous. Lisez Bell Hooks, s'il vous plaît. Merci. Cordialement. Lisez ça, lisez Frantz Fanon. Il y a tellement de choses à lire. Mais éduquez les gens autour de vous, éduquez vos enfants, s'il vous plaît. Et surtout, arrêtez de dire aux gens racisés que c'est pas raciste. En fait, moi, c'est ça qui me rend ouf. C'est genre, mais non, c'est pas raciste. Et t'es là. Ta gueule, je t'en foutre une. Vas-y, je vais. Faudra couper cette partie parce que là, je suis trop agressive. Après, on va dire angry brown woman. Blablabla. Non, on va le garder parce que justement, j'avais une question là-dessus. Et moi, j'aimerais savoir ce que tu dirais aux personnes, parce que souvent, le féminisme est assimilé à de l'agressivité. Et en fait, c'est la première chose qu'on te jette au visage quand tu as le toupet de donner, enfin, ton point de vue féministe. On te dit que t'es une fille aigrie, que t'es agressive, etc. Et moi, ce qui me choque énormément, surtout en ce moment sur les réseaux, c'est toutes ces femmes qui critiquent les féministes et qui vont à l'inverse du progrès que les féministes essayent d'apporter. Qu'est-ce que t'as envie de dire à ces gens-là ? Je sais pas trop ce que j'ai envie de leur dire, mais ces meufs-là sont assez fascinantes. Et c'était... je crois que c'est Andrea Dworkin qui a écrit Les femmes de droite, ou un truc comme ça. C'est un livre sur les femmes de droite, qui est hyper intéressant, où elle se pose la question des femmes. Pourquoi les femmes sont de droite. Et une des réponses, en tout cas, qu'elle apporte, c'est de dire que peut-être c'est aussi une manière de se ranger du côté des dominants. C'est-à-dire, en fait, d'être protégée en pensant être du bon côté. Enfin... Tu vois, c'est un peu le truc de... Ouais, c'est clair, c'est ça. Mais non, mais en fait...
je sais pas ce que je peux leur dire à ces femmes. Bah rien. Ou à ces hommes, il n'y a pas que les femmes. Non, les hommes, c'est normal, ils sont en mode dominant. Les meufs, c'est pas normal parce qu'en fait, elles sont en train de s'auto-cam. Mais c'est pas de la masturbation, donc c'est pas plaisant. Enfin, c'est un truc un peu que c'est... Mais après, je pense que c'est de la misogynie intégrée. C'est aussi... je pense que c'est rassurant On a grandi avec des modèles de qu'est-ce qu'est un homme, qu'est-ce qu'est une femme. Et je pense que c'est rassurant aussi de pouvoir s'accrocher à ça. Et de pouvoir s'accrocher à des rôles bien définis. Et que MeToo, ça a un peu tout bousculé. Et que parfois, ça peut être perturbant quand tu construis ton identité de pas pouvoir te rattacher à des injonctions. Ouais, la déconstruction est assez douloureuse, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Ok, autre sujet qui me tient à cœur, ton rapport avec tes cheveux. Donc, t'es comme moi, t'as les cheveux bouclés. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui. Ce que je vois pas aujourd'hui. Parce que pour la petite histoire... parce que pour la petite histoire, j'avais rendez-vous avec un banquier. Et que du coup, je me disais, mince, non, là, vraiment, les cheveux bouclés, je vais pas les... Alors que je suis la première à revendiquer de garder vos cheveux naturels, quoi qu'il arrive. Et dans des moments de doute, tu vois, je me dis, allez, vas-y, un petit brushing. Et là, tu vois, rendez-vous hyper important pour moi. Et je me suis dit, non, je sais pas face à qui je vais tomber, donc je vais me lisser les cheveux parce que ça passera mieux. Donc voilà, là, tu as le résultat des doutes de ma vie. Et je m'en veux. Tu mettras des bouclettes. Bah non, il n'y a pas à t'en vouloir. C'est pas ta faute si les gens sont racistes. Hein. Ouais, mais quand même. T'es pas obligé d'aller au front tout le temps. Parfois, t'as envie d'être... C'est comme... Bien sûr, tu pourrais techniquement être tout le temps en mini-jupe, mais parfois, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille et tu sais que on va un peu plus te laisser tranquille si tu viens en jog. Bon, bah, c'est ok. Ouais, mais je le vis mal du coup. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Ton rapport avec tes cheveux. Mon rapport avec mes cheveux. Compliqué. Alors moi, j'ai jamais eu ce truc-là de... En fait, donc, je recontextualise. Moi, je suis métisse. J'ai les cheveux bouclés. Mais ma mère s'est mariée après avoir quitté mon père, elle s'est mariée avec un Italien blanc. Et donc, du coup, mon frère et ma sœur sont blancs. En fait, j'ai grandi dans une famille de blancs. Tout le monde pensait que j'étais adoptée. Et du coup... Et mon père, lui, était noir, avec les cheveux crépus, mais ne savait pas s'occuper des cheveux. Enfin bref, c'était pas... Il m'a appris d'autres trucs, mais pas ça. Et donc, du coup, moi, déjà, pendant très longtemps, ma mère et ma grand-mère s'occupaient pas du tout de mes cheveux comme il fallait. Donc, c'était un moment de torture, tu vois, genre... Attends, je vais te dire les trucs, tu vas comprendre. Elle me démêlait les cheveux à sec, avec une brosse et un peigne. C'était horrible. Ça a duré 1000 ans. 1000 ans, et ça faisait trop mal et tout. Et un jour, heureusement, j'ai une tante qui est métisse gabonaise. Et donc, du coup, un jour, ma tante, elle a vu ma mère et elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et elle était là genre « Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. » Et tout, machin. Donc, du coup, elle a commencé à lui montrer les soins et tout. Enfin, tu sais, genre, ok, on va les mouiller, on va mettre un masque, on va les démêler que maintenant, tu vois, genre démêler avec un masque et tout. Et d'un coup, j'étais en mode genre, ah, mais trop bien, mais ça fait pas mal. Elle était là-bas, non, mais c'est pas supposé faire mal, en fait. Genre. Mais du coup, c'est ma tante un peu qui m'a appris à m'occuper de mes cheveux parce qu'elle avait pas tout à fait les mêmes cheveux, mais en tout cas, ils s'en rapprochaient un peu que ma mère. Ouais. Et une pote aussi, Aminata, qui, elle savait trop bien tresser et tout, donc c'est elle qui me faisait mes tresses, mes trucs. Mais moi, en fait, j'aimais bien mes cheveux jusqu'au jour où... Bon, non, c'est faux. Quand j'étais petite, je voulais quand même avoir les cheveux plats. Mais ma mère m'a toujours dit, non, tes cheveux, ils sont trop beaux. Il y a des dames, elle me dit, il y a des dames, elles payent hyper cher pour avoir des cheveux comme toi, tu sais, c'est les permanentes et tout, machin. Et bon, moi, je trouvais pas que mes cheveux étaient trop beaux, mais c'est normal, parce que les meufs trop belles, elles avaient jamais mes cheveux, donc... En tout cas, celles qu'on voyait, tu vois, à la télé, dans les magazines et tout. Et en fait, en CM2, j'ai changé d'école et je suis passée de mon école dans laquelle j'étais, qui était une école où j'étais un peu genre la seule blanche, tu vois, de l'école, à une école où j'étais la seule noire. École bourgeoise, machin et tout. Ouais. Et c'était en plus une période où j'avais eu des poux, donc on m'avait coupé les cheveux. Et bref, j'ai une afro qui a poussé, tu vois, j'avais ma afro. Franchement, aujourd'hui, je vois des photos, je suis là, mais j'étais trop belle, j'étais trop mimes, mes cheveux étaient trop beaux. Sauf que je me suis fait harceler. Et du coup, on m'a appelé Ronald McDonald pendant genre 3 ans. Et Chicken McNuggets. Parce que tu sais, Ronald McDonald, il a des boucles. Et Chicken McNuggets, parce que les noirs, ils mangent du poulet. Et du coup, en fait, c'était assez traumatisant. Enfin, j'étais tout le temps avec j'avais toujours des bandanas, des barrettes, des machins.
Et du coup, ouais, non, c'était pas un moment fun. Et en fait, j'ai commencé à les re-kiffer en partant de cette école, en fait. Après mon bac, je suis partie à New York. Autant te dire que là-bas, les cheveux bouclés, limite t'as les cheveux plats, t'es une bolosse. Donc en fait, c'était trop bien parce que déjà, il y avait des coiffeurs qui étaient adaptés. Parce que moi, j'ai pas vraiment de coiffeur adapté. Parce que t'as soit les coiffeurs pour les blancs qui ont des cheveux plats, soit les coiffeurs afro pour les cheveux crépus, mais du coup ils savent pas trop gérer les cheveux bouclés. Non, c'est en train de changer ça, mais c'est en train de changer. Ouais, c'est en train de changer. Et puis moi maintenant j'ai trouvé peu. une meuf qui fait trop bien les cheveux. Elle s'appelle Boost tes cheveux. Elle est là-dessus sur Instagram. Et du coup elle me fait toujours mes trucs. Exactement. Ouais, tu vois, elle est trop bien. Et du coup Aïssata, elle est tout le temps. Enfin c'est elle qui me coupe les cheveux, tu vois, parce que un jour justement. Je l'ai trouvé chez un coiffeur et j'étais là genre toi tu restes avec moi. C'est ça. Mais du coup tu vois des meufs comme elles m'ont beaucoup aidé aussi à apprendre que je pouvais me coiffer différemment. Là maintenant c'est mon nouveau truc, c'est de me coiffer différemment. Avant je faisais pas, avant pour moi j'avais 2 coiffures, c'est soit j'ai les cheveux attachés en chignon, enfin en bun, soit j'ai les cheveux détachés, genre si je veux être jolie je fais mes cheveux détachés avec mes petites boucles. Tu vois là aujourd'hui j'ai mis un foulard mais parce que j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux. Mais sinon, ouais, maintenant, ça fait partie des trucs que je préfère chez moi, en fait. Je trouve que c'est une des parties les plus belles, c'est mes cheveux. Tu vois. Mais c'est beau. Et à quel moment t'as eu ce sentiment-là, de te dire que tes cheveux... Voilà. Je pense vraiment quand j'étais à New York. Parce qu'en fait, à New York, déjà, t'as beaucoup plus de mélange et de personnes différentes. Parce que du coup, à New York, c'est là que la première fois, j'ai eu un coiffeur qui m'a fait mes trucs et qui m'a expliqué... tu sais, les trucs de, je sais plus comment t'appelles là, le squish, voilà. Tout ça. Mais tu vois, genre comment m'occuper de mes cheveux, quelle routine capillaire et tout. Et il y avait plein de meufs trop belles qui avaient des cheveux comme moi. Et donc, du coup, c'est là que j'ai trouvé ça trop beau et que j'ai commencé à me lâcher les cheveux. Mais typiquement, c'était pas un truc que je faisais avant, je me lâchais pas les cheveux. Mais c'est trop marrant. On a la même histoire. Parce que moi, en fait, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis restée 2 ans aux États-Unis. Je suis partie là-bas pour travailler. Et c'est là que j'ai appris à aimer mes cheveux bouclés. Avant, je les avais toujours moi, je travaille dans l'art et j'ai pas le droit d'avoir les cheveux bouclés. Le peu de fois où j'y allais, je te passe les détails, mais genre j'avais le droit. Alors c'est l'Aïd. Alors le mouton, c'est comment? Vous redescendez s'il vous plaît. Il m'obligeait à redescendre chez le coiffeur en bas. Je travaillais dans le 8e. Et je n'avais le droit de revenir que quand mes cheveux étaient lisses. Donc tu vois, vraie histoire. Mais genre ça a été en justice et tout après. Ah ouais, parce que j'allais dire... Non, bah là, il est temps de porter plainte. C'était un harcèlement très diffus. Enfin, tu vois, c'était très ciblé sur mes origines, etc. Ouais. Mais donc j'avais absolument pas le droit d'avoir les cheveux bouclés. Donc moi, en fait, j'ai toujours eu les cheveux lisses. Et je suis arrivée aux États-Unis pour bosser dans l'art. Donc même domaine. Et là, je rencontre que des filles aux cheveux bouclés, frisés, crépus, qui kiffent leurs cheveux, qui sont sublimes, qui sont regardées et admirées parce qu'elles ont des beaux cheveux. Ouais. Et qui savent en prendre soin naturellement. Mais genre, ça a été complètement révélateur pour moi, ça a changé ma vision de ma personne, ça a tout changé. Et c'est comme ça, quand je suis rentrée en France 2 ans après, que j'ai créé Madame la Présidente. Ce passage aux États-Unis, ça a été un changement de vie total pour moi. Et c'est trop marrant que tu racontes ça, parce que tes paroles sont les miennes, en fait. Ouais, mais je te comprends à 100%. En fait, en plus, là-bas, c'est un endroit où tu peux vraiment... T'es accepté pour quitter. Et tu t'habilles comme tu veux. Il y a un truc de... À la fois, tout le monde te regarde et personne te regarde. C'est exactement moi, ça m'est arrivé de même revenir de tournage et tout, où t'avais des acteurs qui avaient encore de la peinture et tout, mais personne n'est calculé. Et en même temps, t'as toujours quelqu'un pour te faire un sourire, t'as toujours quelqu'un pour te faire un compliment, qui est pas juste de l'ordre du harcèlement. C'est vraiment le truc, genre, on te le donne, genre, hello sunshine, et tout, genre, best hairs of New York. Et t'es là, genre, ok. Et ça vient de coup, oui, beaucoup de meufs, tu vois. Et du coup, il y a vraiment cette culture-là qui fait que tu te sens bien dans tes pompes. Et moi, mais même sur plein d'autres trucs, sur ma manière de m'habiller et tout, New York, pour moi, c'était un endroit où j'ai pu tester plein de choses et j'ai vachement pris confiance en moi aussi, comme ça. Et où, en effet, il y avait il y a un mix social qui est différent et qui fait que les meufs métisses, c'est pas forcément... tu vois, c'est pas forcément connoté quoi que ce soit. En fait, les meufs métisses, elles peuvent être tout ce qu'elles veulent. Et t'as plein de meufs trop cool qui ont des cheveux bouclés. Et t'as des boss qui sont avec des cheveux bouclés. Et t'as aussi des femmes de ménage qui ont des cheveux bouclés. Et c'était là, genre, en fait, c'est juste qu'on a des beaux cheveux. C'est comme ça, c'est pas... C'est ok. Mais c'est vrai que moi, c'est marrant ce que tu dis sur... Enfin, c'est pas marrant, c'est triste. Et sur les cheveux lisses, parce que moi, je sais que quand j'étais justement jeune et que je voulais faire des petits jobs, tu vois, pour gagner de l'argent et tout,
Je passais, je voulais être hôtesse d'accueil et du coup je faisais à chaque fois les entretiens et tout et je les avais jamais, je comprenais pas et un jour c'est une pote qui était un peu dans les mêmes bails que moi qui m'a dit c'est parce qu'il faut que tu lisses tes cheveux. Et j'ai lissé mes cheveux, en effet après j'ai été prise. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que le monde est raciste. Ah bon? Elvire, c'est quoi ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, où est-ce qu'on peut me retrouver? Et ben en ce moment on peut me retrouver au cinéma. On peut me retrouver au cinéma, pour les gens qui sont à Paris, au Majestic Bastille. C'est le plus grand écran de Bastille. Et on peut me retrouver à un ciné-club qui s'appelle Tonnerre. Là, la prochaine séance, elle est en février, mais je sais pas encore quand. En mars, je crois que je peux dire que ce sera le 7 mars, mais à vérifier sur mon Instagram. Il y aura la contre-soirée des Césars de Tonnerre, 2e édition. Et on peut voir ensemble, on regarde des avant-premières de films écrits et réalisés par des femmes. Et après, on en discute avec la réal et avec une autre personne qui apporte un regard féministe. Et c'est toujours trop cool, c'est un peu comme des grandes soirées pyjama, cosy, avec un plaid comme celui que j'ai sans mes cheveux en ce moment. Et tu peux là et tu kiffes trop. Et il y a des popcorn et du chocolat chaud. Donc... Mais moi, c'est sûr que je serai là. Je serai là toutes les prochaines éditions. Mais oui, viens. Franchement, je te jure, ça donne trop d'énergie. Mais non, mais juste le concept. Mais tu sais que le concept, il est né justement parce que j'avais cette réflexion sur les réseaux sociaux et je me disais, en fait, je veux sortir des réseaux sociaux. Et en même temps, qu'est-ce que je fais de ces 120 000 personnes qui me suivent? Je me suis dit, vas-y, venez, on se fait un ciné. Et c'est comme ça que c'est né. C'était vraiment pour se dire, au moins, vous saurez toujours me trouver. Je serai toujours au Majestic Bastille. Une fois par mois. Une fois par mois. C'est trop, mais j'aime trop. J'aime trop et voilà, maintenant je serai là à chaque fois. Et c'est trop cute, t'as des gens, ils déposent des cadeaux et tout à la caisse, genre pendant le mois et tout. Ils me déposent des trucs, même parfois, genre une fois il y a une meuf, la meuf du ciné, elle me dit, Elvire, il y a quelqu'un qui t'a déposé un livre. Et c'est une meuf qui avait lu un livre qui trouvait trop cool, elle était là genre, faut que je fasse lire Elvire, et elle l'a déposé au Majestic Bastille. J'étais là, ok, c'est vraiment ma chambre. mais c'est tellement mignon en même temps, ça crée, tu te rends compte le lien que ça crée. C'est le meilleur public, meilleur truc du monde ever. C'est incroyable. Elvire, merci beaucoup d'être venue répondre à mes questions. Merci à toi. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et j'espère que les gens qui nous écoutent seront aussi subjugués que moi par ton parcours. J'espère aussi, et moi en tout cas je suis subjuguée par ton parcours. Et merci d'avoir lancé ça parce qu'on en avait bien plus. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.